Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Pêcheux, je travaille à l'EPTB Vilaine, donc la structure qui a notamment pour mission de porter le SAGE Vilaine. Et puis je vais laisser Laurent se présenter. Je suis Laurent Grimaud, je suis coordonnateur du CRECEB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CRECEB c'est une plateforme d'échange entre les scientifiques et les acteurs de la gestion de l'eau qui a été créée en Bretagne. Donc on a prévu une petite présentation sur les pratiques actuelles de suivi et puis les attentes des techniciens de rivière, les contraintes aussi auxquelles vous pouvez être confrontés. C'est quelque chose qu'on a préparé à partir d'un sondage qui avait été fait en 2016 sur ce sujet-là. Donc on vous restitue ce sondage et puis on a prévu aussi de faire un focus sur les suivis des perceptions sociales, puisqu'il y a des choses qui se mettent en place et c'est encore un domaine qui est peu exploré actuellement. Voilà, donc c'est Laurent qui présentera cette partie. Donc pour commencer, on resitue un petit peu le cadre dans lequel se font les suivis. Donc la plupart des actions de restauration des milieux aquatiques sont réalisées dans le cadre des contrats territoriaux signés avec l'agence de l'eau et pour évaluer la pertinence de ces actions et leurs effets sur les milieux, l'agence demande de faire un suivi annuel et puis une évaluation au terme des contrats. Donc ça se traduit par un suivi global à long terme avec un certain nombre de suivis qui peuvent être de stations qui peuvent être suivies sur plusieurs années et puis des suivis spécifiques qu'on peut retrouver sur quelques sites de restauration. Ça passe par des indicateurs de réalisation, donc par exemple les linéaires restaurés, les pourcentages d'ouvrages qui ont pu être aménagés, et puis des indicateurs de résultats. Donc bien souvent on a recours à des indicateurs biologiques par exemple. Et puis c'est quelque chose qui est adapté à chaque programme d'action et chaque territoire. Ce qu'on peut constater ces dernières années, je dirais depuis 2-3 ans, c'est que c'est un domaine qui est en train d'évoluer. On constate que c'est mieux préparé au moment des études préalables, qu'on va petit à petit vers un programme de suivi avec des choses qui sont planifiées dans le temps. Et puis on a une plus grande diversité d'indicateurs aussi qui sont mobilisés. On voit apparaître les indicateurs morphologiques par exemple, des choses par rapport au suivi par exemple aux échanges nappes-rivières qu'on voyait pas il y a quelques années. Et également la dimension sociologique qui est de plus en plus abordée, on va y revenir après. Voilà, donc ça c'est pour situer un petit peu le cadre. Maintenant on va revenir sur cette fameuse enquête qui a été réalisée entre février et avril 2016, donc auprès des techniciens de rivière de Bretagne et des Pays de la Loire. En fait, cette enquête, elle avait été proposée dans le cadre du guide sur lequel l'AFB commençait à travailler, qui va être présenté tout à l'heure. Et puis également le CRECEB commençait à travailler avait proposé un groupe de travail sur la morphologie. Donc c'était essayer de définir en fait l'objectif de cette enquête, c'était de pouvoir définir les besoins. Voir un petit peu, avoir un aperçu des types d'actions qui sont suivies et des questions auxquelles on cherche à répondre avec ces outils de suivi. Et donc le sondage était organisé en trois volets en fait, en fonction des types d'actions qui sont suivies, donc la continuité écologique, la restauration hydromorphologique, et puis ce qu'on a appelé la préservation des cours d'eau, donc c'est tout ce qui est aménagement de clôture, dispositif d'abreuvement quoi, et plantation aussi. Donc sur la totalité des structures qui ont été sollicitées, on a eu 32 réponses. Donc ça peut paraître assez peu pour se faire une idée. Donc j'espère qu'il nous restera un petit peu de temps à la fin pour que vous puissiez réagir si vous souhaitez compléter avec vos propres observations. Donc parmi les structures qui ont répondu, c'était essentiellement des structures opérationnelles type syndicat de bassin versant et EPCI. Il y avait également un PNR, deux personnes des fédérations de pêche et puis un scientifique.
Alors, dans les actions qui sont ressorties comme étant suivies, on retrouve à peu près toute la diversité des actions qui sont menées. Sur la continuité écologique, ça peut aller des actions sur des petits ouvrages de franchissement ou des aménagements d'ouvrages hydrauliques. Et puis sur la morphologie, c'est pareil, on va retrouver à peu près tous les types d'actions, remise du cours d'eau dans le talweg, reméandrage, des actions de recharge de granulos, la restauration de zones humides, etc. Enfin, à peu près toutes les types d'actions qui peuvent être réalisées. Et puis, pareil pour la préservation des cours d'eau, tout ce qui est lié à l'abreuvement, et puis les plantations aussi. Ce qu'on a pu noter du coup, c'est que pour les actions les plus ambitieuses en fait de restauration de la continuité, restauration de la morphologie, la plupart des structures qui ont répondu disent avoir recours à un panel d'indicateurs. Donc bien souvent 2 types d'indicateurs, voire 3, 4 pour les suivis les plus complets. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, ça va être ce qui est mobilisé le plus souvent, c'est des suivis photos, des indicateurs biologiques et des indicateurs morphologiques. Et après, on a encore d'autres types d'indicateurs qui peuvent être mobilisés, donc des suivis de température, la physico-chimie, des inventaires floristiques et puis de la bactério. Par contre, sur les actions de préservation de cours d'eau, là, on a pas de suivi, ou alors ça va être juste un suivi photo la plupart du temps dans les réponses qu'on a pu avoir. Ce qui paraît logique puisque c'est aussi là où il y a moins d'enjeux sur ces actions-là. Il y avait aussi une question qui était de savoir s'il y avait un état initial qui était fait au départ, et la plupart ont répondu qu'il y avait cet état initial, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand c'est noté partiellement, en fait, c'est que c'est fait pour certaines actions, mais pas toutes. Donc, voilà. Et puis, ensuite, c'était de savoir quelles étaient les questions auxquelles on cherchait à répondre au travers de ces suivis-là. On va pas rentrer dans le détail, vous pourrez voir la présentation par la suite, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'il y a 5 familles de questions en fait qui ressortent. C'est déjà pour pouvoir définir l'action à mener. Donc, par exemple, chercher à savoir quelles sont les causes de dysfonctionnement du milieu, quelles en sont ses conséquences. Ensuite, la deuxième chose, c'est chercher à évaluer l'efficacité de l'action. Donc voir si l'aménagement est fonctionnel. La question qui revenait assez souvent dans les réponses au sondage, c'était les travaux améliorent-ils la valeur écologique du cours d'eau. Ensuite, une autre famille de questions qui est identifiée, c'est pour améliorer la technique de restauration. Donc, est-ce que les travaux sont judicieusement positionnés? Par exemple, ça va être savoir quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter à la technique. Il y a autre chose aussi qui ressortait, c'était comment essayer d'apporter des arguments pour mobiliser les riverains, les usagers. Donc leur montrer l'intérêt de la restauration. Et puis la dernière chose, c'est comment s'assurer de la pérennité de l'aménagement dans le temps. Et puis ensuite, il y a eu des questions un peu plus spécifiques au type de restauration. Donc par exemple, sur la morphologie, on avait des questions du style est-ce que l'aménagement a permis de diminuer les assecs? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est allé assez loin dans la restauration par rapport aux échanges entre le lit mineur et le lit majeur? Voilà, des choses comme ça qui ressortaient. Alors après, dans le sondage, il y avait autre chose qu'on avait essayé de chercher à savoir, c'est est-ce que ces suivis que vous pratiquez aujourd'hui vous semblent adaptés et quelles pourraient être les perspectives. Donc, ce qui est ressorti, c'est que ces suivis-là sont peut-être pas suffisamment poussés, qu'il faudrait pouvoir aller plus loin, mais qu'on a encore des questions sur la façon de faire.
Et également, ce qui ressortait, c'était le manque de moyens pour pouvoir faire ces suivis-là. Et enfin, la dernière chose, c'est par rapport au suivi biologique, on constate souvent que on a du mal à faire répondre ces indicateurs biologiques. Peut-être parce que le nombre de points suivis et la fréquence de ces suivis est pas suffisante pour avoir cette réponse-là. Peut-être également par rapport à la présentation qu'il y a eu tout à l'heure, c'est le délai. On laisse peut-être pas suffisamment de délai pour voir le milieu se réajuster et répondre favorablement. Et du coup, la dernière chose qu'on a pu exploiter dans ce sondage, c'était les préconisations qui pouvaient être faites pour améliorer les suivis. Donc, ce qui est ressorti, c'est le besoin de partager une démarche commune, donc d'avoir un accompagnement, une marche à suivre, un guide, également de pouvoir tous appliquer les mêmes protocoles pour pouvoir ensuite comparer. Donc, on retombe sur des choses qu'on a pu entendre tout à l'heure, d'ailleurs. Ce qui est venu également dans les réponses, c'est d'essayer d'avoir des principes à respecter pour mettre en place un bon suivi, donc définir un programme de suivi, avoir un état initial, avoir des suivis simples, faire un suivi dans le temps aussi, de pouvoir disposer de sites vitrines, voilà. Essentiellement les choses qui étaient ressorties. Et puis enfin, la dernière chose, c'est l'aspect contrainte, en fait, les limites des techniciens de rivière dans ce domaine-là. Donc c'est essentiellement la question des moyens qui est ressortie, la nécessité d'avoir une approche coût-bénéfice dans ce domaine-là. Et puis quelque chose aussi qu'on peut dire, c'est le besoin d'anticiper et de le programmer le plus en amont possible au moment de l'étude préalable, en fait. Et puis quelque chose qui n'était pas forcément ressorti de façon très explicite dans le sondage, mais qu'on a pu entendre par ailleurs sur des réunions de ce type-là, c'est de donner la légitimité à faire aussi, de pouvoir que ça puisse être appuyé par les partenaires, le temps qu'il y a à dédier et les moyens qu'il y a à dédier à ce domaine-là. Voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole. Donc, du coup, comme l'a précisé Nathalie, effectivement, il y a des dimensions sociales et des attentes par rapport notamment à un suivi des perceptions sociales. Donc là, sur la diapo, sont indiqués des éléments qui sont ressortis d'une réunion qu'on avait pu organiser en juin 2015. Donc avec des attentes déjà exprimées par Nathalie sur le besoin d'indicateurs également sur la dimension sociologique et comme ça a été dit, évoqué également auparavant, le suivi pour pouvoir disposer d'arguments pour mobiliser les acteurs du territoire. Donc dans le cadre du CRESEM, on s'est saisi de cette question de comment mobiliser les acteurs. Et donc là, l'idée, c'est de vous faire un petit focus sur le stage qui avait été réalisé en 2016 pour essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions-là. Donc Camille Barcala était pendant 6 mois à travailler et notamment s'est intéressée à 5 sites qui sont représentés sur la carte indiquée. Et l'idée étant, dans le cadre de ces travaux-là, de rencontrer des élus, des riverains et puis des techniciens de rivière et de voir quels étaient les facteurs qui aidaient l'acceptation des projets de restauration sur le territoire. Et donc du coup, elle a essayé d'évaluer en fonction de différents facteurs quelles étaient les dimensions qui permettaient d'expliquer en fait l'acceptation des opérations de restauration sur le territoire. Donc elle a observé l'ancrage territorial de la structure et du technicien chargé de mission de rivière sur le territoire. Elle a essayé de regarder la manière dont le projet s'était déroulé, notamment dans le temps, les dimensions techniques également, et de voir comment s'était opérée la phase de négociation. Et enfin, elle a observé donc les différences de perception et de représentation des acteurs concernés. Donc ça, c'est des résultats qui sont disponibles notamment sur le site internet du CRESEB si vous voulez creuser. Peut-être rapidement, l'idée c'est de faire un focus sur de ce qu'elle a observé plus particulièrement
donc notamment le déroulement des projets. Elle a comparé les 5 sites étudiés et notamment elle a comparé la manière dont le projet s'était déroulé. En partant de différents constats, donc elle a observé l'aspect technique, savoir si finalement le degré de modification de l'opération par rapport aux usages, il pouvait jouer sur l'acceptation. La notion de temporalité, la manière dont les riverains étaient associés dans le temps, jouait également sur l'acceptation des projets. Et enfin, elle a observé la manière dont la négociation avait été mise en place et également les différents registres d'argumentation qui étaient mobilisés pour justifier du projet. Et donc, ce qu'elle observe sur les 5 sites étudiés, c'est que la technique et l'implication des acteurs en amont ne sont pas des conditions suffisantes pour une mobilisation sur les projets de restauration. Et que finalement, d'après son travail, les aspects négociation et argumentation sont les dimensions qui sont les plus importantes pour faciliter l'acceptation des projets. Notamment, elle s'est intéressée dans le cadre des échanges qu'elle a eus avec les élus, les techniciens de rivière et les usagers impactés par les projets. Elle a observé notamment les registres d'argumentation en partant de travaux de sociologues qui finalement ont observé la manière dont un accord autour d'un projet se construisait. Et en fait, elle a étudié finalement les registres d'argumentation, donc les 6 grands mondes auxquels vont se référer les différents acteurs pour justifier d'une situation et construire un accord. Donc très rapidement, il y a différents mondes qui sont mobilisés dans l'argumentation. Donc le monde civique, par exemple, quand on parle de la restauration de la morphologie des cours d'eau, donc on fait référence à la réglementation ou à la notion de solidarité hydrographique. Comme autre registre d'argumentation, il y a également le monde marchand qui va être mobilisé. Donc on parle de financement des travaux, on parle d'investissements trop importants et de coûts élevés. Il y a le monde industriel qui va parler plutôt de la dimension efficacité du projet par rapport aux inondations, par rapport à la qualité de l'eau. Mais il y a également d'autres mondes qui peuvent être, d'autres registres d'argumentation qui peuvent être mobilisés. Donc le monde de l'inspiration, le monde plutôt domestique, donc il va faire appel à des souvenirs, notamment de la rivière comme elle était avant, ou le monde de l'opinion pour valoriser notamment les efforts entrepris par les agriculteurs. Donc ce qu'elle a observé, c'est qu'elle a étudié, comme je le disais, les différents registres d'argumentation que mobilisaient les différents types d'acteurs. Et que finalement, ça pouvait être intéressant de regarder de manière plus spécifique les différents registres auxquels ces acteurs se référaient, et qu'il était intéressant aussi d'imaginer une diversification des registres d'argumentation dès lors qu'on va aborder ces questions-là sur le territoire. Et notamment les registres de l'inspiration, du domestique ou de l'opinion peuvent être des registres qui peuvent être mieux mobilisés car ils permettent de donner une dimension plus territoriale au projet de restauration. Donc là, ce schéma-là, il permet de caractériser en fait les différents mondes qui vont être mobilisés d'une part par les techniciens de rivière, qui vont être plutôt des registres d'argumentation qui font référence au monde civique ou au monde marchand, alors que certains riverains défavorables vont plutôt mobiliser des arguments qui sont liés au monde domestique, par exemple, avec la dimension l'argument qui est indiqué ici, c'est sur le changement et la peur du changement et du retour en arrière par rapport à des conséquences, notamment sur le cours d'eau. Et du coup, pour poursuivre également son analyse, elle a également mobilisé un outil qui pourrait également être intéressant pour caractériser ou poursuivre les perceptions sociales par rapport à la restauration des cours d'eau. C'est un outil qui a été élaboré par les CPIE, le réseau des CPIE en lien avec un laboratoire de psychologie, et qui visait à poser un certain nombre de questions aux acteurs qu'elle a rencontrés, qui visaient
qui proposait de citer 5 mots, groupes de mots qui leur viennent à l'esprit lorsqu'on parle du cours d'eau et de l'opération de restauration, et puis attribuer une connotation positive, neutre ou négative aux mots qu'ils avaient utilisés. Et du coup, l'analyse qu'elle en a fait permet finalement de démontrer, donc là sur le graphique, elle a classé les mots par grands groupes, en fonction, et elle les a différenciés en fonction des différents types d'acteurs, donc élus en bleu, riverains en rouge et techniciens de rivière en jaune, et du coup qui permet notamment de montrer que les techniciens de rivière vont plutôt mobiliser des mots qui sont dans le champ de la biodiversité ou de l'efficacité, alors que les riverains vont plutôt parler de dimension esthétique. Donc du coup ça permet de questionner la manière dont les arguments et les représentations de chaque type d'acteur sont abordés. Donc le travail qui a été réalisé par Camille se poursuit actuellement avec une personne qui a été recrutée à l'Agrocampus Ouest et qui permet de poursuivre l'analyse de ces dimensions sur 4 sites qui sont cités sur le bloc de droite en Bretagne, et également d'animer un groupe de techniciens de rivière qui discutent de ces différentes dimensions et au travers des retours d'expérience et de l'analyse des travaux faits sur le territoire, permettent de croiser les regards et d'avancer sur ces réflexions-là, sachant que ce groupe de techniciens de rivière, il reste ouvert, donc s'il y a certains d'entre vous que ça intéresse plus spécifiquement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, puis je vous mets en relation avec Virginie. Et donc pour terminer sur ces dimensions plus sociologiques, j'ai rappelé dans cette diapo les différents travaux, parce qu'au niveau national et au niveau des différentes agences de l'eau, ce sont des dimensions qui sont abordées au travers de différents guides, et également sera organisé lors du Carrefour des gestions de l'eau, en lien avec l'AFB et l'agence de l'eau, une conférence spécifique sur la question de la mobilisation des acteurs des territoires autour des opérations de restauration. Donc ce sera le jeudi 25 janvier 2018. Merci. Oui, bonjour, Benjamin Bergerot, Ecobio Université de Rennes. Merci Laurent, tu as parlé dans ta présentation à un moment des résultats de l'enquête et d'indicateurs sur ces enquêtes. Tu les as pas présentés en détail. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur comment en fait tu as quantifié justement ces aspects sociaux? C'était un petit peu avant encore, mais du coup quand tu présentais les deux grandes parties, tu disais encore un petit peu avant. C'était encore avant. Voilà. Non, c'était encore avant. Enfin, peu importe, tu as surtout présenté tes résultats. Voilà, c'était celle-ci. Tu parles d'indicateurs pour les aspects biologiques, mais également sociologiques. Et en fait, c'était assez complet et descriptif sur les aspects sociaux. Mais est-ce que tu as un petit peu plus d'infos sur les indicateurs ou pas du tout là? C'est ça. Ouais. En fait, ça reprend finalement les questions qui sont ressorties ou les attentes qui avaient été exprimées par les techniciens de rivière qui étaient présents le 18 juin. Après, sur les indicateurs sociaux, on n'a pas spécifiquement... C'est les cartes, c'est les ensembles que tu montres avec les valeurs. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Merci. Donc Laetitia Citeau, animatrice sur le bassin de la Flume. J'avais une question pour Nathalie. Donc tu dis que il y a des suivis morphologiques, mais est-ce qu'il y a le compartiment hydrologique, parce que c'est quand même un des compartiments qu'on évalue le moins ou qu'on n'arrive pas, difficilement à évaluer. Et d'ailleurs, les questionnements après que tu présentes sont essentiellement liés à ce compartiment-là, quoi. Effectivement, dans l'enquête, c'est beaucoup ressorti ces questionnements par rapport à l'hydrologie. Et dans les programmes d'action qui sont assortis d'un suivi, on commence à retrouver des choses. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Alors, par exemple, sur l'îlet-Lillet. Julien Larcher a mis en place des choses sur un site
où il y a plusieurs indicateurs qui sont liés à ce compartiment hydrologie. Voilà. Donc, mais c'est encore assez récent et il y a pas mal de tâtonnements, je pense. Mais c'est lié aussi au fait que dans le diagnostic, le compartiment hydrologie, on a très peu de données, quoi, très peu de suivi. Hein. Donc forcément après, dans le suivi des travaux de restauration, on a du mal à le mettre en place, quoi. De toute façon, c'est très très lié, quoi. Faut pouvoir bien définir les actions en fonction des spécificités locales, et des fois c'est un petit peu encore trop systématique, quoi. Juste, si je peux compléter, nous sur le suivi scientifique minimal, on travaille sur des fiches et l'hydrologie, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Et là, dernièrement, on est en train de voir avec l'OAO, qui est un modèle développé par l'IRSTEA, qui modélise en tout point du réseau hydrographique des débits. Après, l'idée, c'est de déterminer un nombre de jaugeages suffisant pour pouvoir voir comment on s'aligne par rapport à cette modélisation, pour pouvoir limiter l'incertitude. Évidemment, il y a une incertitude, hein. L'idée, c'est de compléter avec quelques jaugeages pour pouvoir suivre l'hydrologie d'être le plus juste possible, quoi. Juste pour compléter, justement, sur le bassin du Champ-Palonne, on travaille avec l'IRSTEA, justement, pour évaluer ce compartiment débit avec leur modèle, en fait. Oui, je voulais juste rajouter à l'INCRAV de l'Observatoire des sciences de l'univers que sur les petits bassins versants, l'hydrologie des petits bassins versants est assez complexe, dans le sens, même si on fait de la modélisation, ce qui est important pour certains indicateurs comme la physico-chimie, où on est lié énormément avec les crues, il faut vraiment bien suivre. Pour bien caler un modèle, il faut quand même des chroniques qui reproduisent au moins sur 2-3 ans la variabilité des débits, notamment sur des pas très fins, puisqu'on a des crues qui passent en quelques heures. Et ça, c'est un investissement, dans le sens, c'est vraiment un métier de pouvoir installer un suivi hydrologique sur les petits cours d'eau, puisqu'en Bretagne, on est pas mal sur de la restauration de petits cours d'eau. Donc, c'est pas simplement qu'un problème de modèle, hein. Nous aussi, on fait pas mal de modélisation, et on est très limité par deux choses. C'est la qualité des données pour calibrer, pour valider un modèle, et on est aussi limité par les échanges justement entre la nappe, les informations entre la nappe et la rivière. Ça, c'est deux points importants. C'est pour ça que, en fait, à l'échelle nationale, les EPST, enfin les organismes de recherche, dédient des zones, des observatoires pour faire du suivi longue durée, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pas anodin de dire qu'on va faire du suivi hydraulogique. Il faut vraiment faire un investissement majeur en métrologie là-dessus. C'est pas qu'une histoire de simulation, hein. Là, faut être très clair, hein.